Bonjour, alors c'est la première vidéo un petit peu longue depuis celle de bilan qu'on avait fait à la fin de la session de juillet-août, qui était le début donc de mon mandat de député. Alors là, on a commencé au 1er septembre avec un cabinet qui est enfin au complet. On a toujours Tomek qui est derrière la caméra. C'est grâce à lui que vous voyez cette vidéo par exemple, il s'occupe de plein d'autres choses. On a Mélissa, vous avez peut-être eu affaire à elle si vous habitez ma circonscription, la 10e de Seine-et-Marne, puisque c'est elle qui vous répond. Et puis on a Cécile. Alors Cécile, par exemple, elle travaille avec moi sur toutes les auditions. Si vous avez vu les questions que je pose dans le travail en commission, c'est elle qui m'aide beaucoup à faire ce travail-là et à écrire ces chouettes questions qui permettent de tirer le verre du nez des gens qu'on interroge. Ça, c'est chouette. Alors, ce qui est moins chouette, c'était la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, en Seine-et-Marne, ça s'est quand même traduit par des fermetures de classes qui ont eu lieu à la rentrée. Donc moi je ne comprends toujours pas et j'ai alerté le recteur de l'académie de Créteil et la directrice des services départementaux de Seine-et-Marne sur ce fait que c'est pas possible de fermer des classes au mois de septembre. On fait des projections en février, on fait des projections d'effectifs en juin. Entre juin et septembre, il n'y a pas normalement suffisamment d'élèves qui disparaissent pour justifier des fermetures de classes. Donc, bon, on a pesé dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'obtient pas gain de cause. L'autre problème très important, c'est celui des AESH, les accompagnantes pour les élèves en situation de handicap. Rien que sur ma circonscription, il en manquait 30 à la rentrée et je crois qu'on n'en a pas recruté beaucoup depuis. Il faut dire que être payé 800 € pour s'occuper d'élèves en difficulté dans une classe, voilà, ça ne fait pas forcément rêver. Sur le plan scolaire, on a eu une autre bataille, c'est celle autour de Kai Terrada, mon ancien collègue, prof de maths au lycée Joliot-Curie, dans le 92, qui s'est fait tout simplement, alors suspendu déjà pour 4 mois, et ensuite déplacé de force à l'autre bout du département. Tout ça parce qu'il ne plaisait pas au système, au ministère, parce que en fait il se bat avec ses collègues, il fait jamais ça tout seul, il respecte les règles, c'est un militant syndical de chez Sud Éducation, et voilà, son dossier est absolument vide, mais malgré tout, on cherche à l'éloigner de son lieu de travail et en fait à briser l'action syndicale. Donc il a mon soutien, il a le soutien de plein d'organisations syndicales et des députés de la LFI, mais on est dans cette répression syndicale qui touche l'éducation nationale, mais d'autres secteurs. Alors en Seine-et-Marne, mon agenda de septembre a été très occupé par beaucoup de rendez-vous en circonscription et en Seine-et-Marne, et notamment, donc j'étais présent à la pose de la première pierre pour le nouvel hôpital de Meaux, et j'ai rencontré aussi l'association des maires de France de Seine-et-Marne il y a quelques semaines, et une proposition que j'ai portée avec Ercilia Soudé, ma collègue de la 7e circonscription, et qui a fait mouche, visiblement, c'est celle d'implanter un CHU en Seine-et-Marne, c'est-à-dire un centre hospitalier universitaire, puisque notre département, comme beaucoup d'autres, est confronté au problème des déserts médicaux, et pas seulement en milieu rural. Dans ma 10e circonscription, Chelles et les environs, qui est très urbaine, on a des problèmes de déserts médicaux avec des praticiens qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, et tout simplement, les gens ne trouvent pas de généralistes. Et on part du principe que des étudiants en médecine qui vont faire 10 ans de médecine dans un département, ils vont commencer à y construire leur vie et ils vont peut-être avoir envie d'y rester. Donc voilà un chantier qu'on va travailler sérieusement. On a envoyé une question écrite à François Braun, le ministre de la Santé. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais on a bon espoir que ce dossier avance avec les élus locaux. L'autre point, évidemment d'actualité, mais ça, vous le savez, c'est l'inflation. L'inflation qui continue de progresser malheureusement. Sur les questions d'énergie en particulier, beaucoup d'entre vous et dans les collectivités, dans les entreprises, on se demande comment on va payer les factures de gaz et d'électricité de cet hiver. Ça fait partie du travail qu'on fait, nous, dans la commission des affaires économiques. Et c'est en lien aussi avec la question de la taxe sur les super profits, puisque parmi les gens qui super profitent en ce moment des tarifs de l'énergie, il y a Total, il y a ces grandes entreprises.
avec les députés de la France Insoumise et de tous les groupes de la NUP, on a déposé une demande de référendum d'initiative partagée et on l'a déposé au Conseil constitutionnel la semaine dernière. On devrait avoir la réponse d'ici quelques semaines pour savoir si le processus peut être lancé. Donc un référendum d'initiative partagée, c'est très intéressant parce que ça rassemble des parlementaires, députés et sénateurs et des citoyens, parce qu'après il faudra rassembler 4,7 millions de voix pour qu'un référendum puisse être organisé au final sur la taxation des super profits. Et même si Monsieur le maire ne sait toujours pas ce que sont des super profits, on compte sur vous pour lui expliquer. L'agenda parlementaire des semaines et des mois qui viennent, il est très chargé. Alors il commence avec un projet de loi sur l'assurance chômage, puisque le gouvernement a décidé de durcir encore les conditions d'accès à l'assurance chômage. Évidemment, la petite musique, c'est que s'il y a des gens qui sont au chômage, c'est parce qu'ils ne cherchent pas beaucoup et parce qu'il serait plus intéressant actuellement d'être au chômage que d'être en emploi. Alors, on va rappeler quand même quelques chiffres. Actuellement, il y a 62% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. 50% de ceux qui sont indemnisés le sont en dessous du seuil de pauvreté. À Pôle emploi, il y a un emploi pour 12 demandeurs d'emploi. Donc voilà, il y a peut-être quelques secteurs où on cherche et on ne trouve pas du monde, mais enfin, dans la grande majorité des cas, il y a surtout des demandeurs d'emploi qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas. Et puis, il faut quand même rappeler que quand on touche des indemnités de chômage, c'est parce qu'on a cotisé. Donc, c'est pas de l'argent qu'on vole aux autres, c'est de l'argent qui nous revient tout simplement parce que c'est la solidarité qui fonctionne comme ça. Donc il va falloir se battre là-dessus. Il y a le projet de loi de finances qui arrive, donc la finance, ça concerne toutes les finances de l'État et les services publics en particulier. Il va y avoir le projet de loi sur les énergies renouvelables, donc moi je vais être en pointe là-dessus, je ne développe pas maintenant. On a appris il y a 2 jours qu'il y allait avoir un projet de loi, alors ça va être pour janvier, sur l'accélération du nucléaire aussi. Il est temps, cela dit, enfin qu'on parle du nucléaire, parce que là, on allait nous faire parler des énergies renouvelables indépendamment d'une discussion sur le mix énergétique. Donc bon, finalement, c'est pas plus mal qu'on parle enfin du nucléaire. Et puis pour finir, il va y avoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si vous entendez parler du PLFSS, eh bien, il s'agit de ça. Alors d'ailleurs, vous en avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il est question que le gouvernement fasse une réforme des retraites en passant par un amendement dans le cadre de ce PLFSS. Nous, les groupes, les députés LFI et les groupes et tous les députés de la NUP, on va mener une vraie guérilla parlementaire. On va utiliser tout ce qui est possible à l'Assemblée et au Sénat d'ailleurs pour essayer de retarder et d'empêcher cette contre-réforme des retraites. On rappelle quand même que le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a aucune raison de faire une réforme parce qu'en fait les comptes sont à peu près à l'équilibre et que par ailleurs l'espérance de vie en bonne santé à l'heure actuelle c'est de 64 ans pour les femmes et de 62 ans pour les hommes. Donc en fait si on relève encore l'âge de départ en retraite, au lieu de payer des gens à être en retraite, on va les payer pour être en arrêt maladie ou alors pour être au chômage parce qu'il y a aussi la moitié des gens à 60 ans qui sont déjà plus en emploi. Donc c'est juste un jeu entre des caisses de solidarité, mais à la fin, ça règle pas le problème du trou de la Sécu pour peu qu'il y ait un trou de la Sécu. Donc nous, on va mener cette guérilla parlementaire, mais si vous vous souvenez du bilan qu'on avait fait de la session de juillet-août, je vous avais expliqué qu'il y avait une grande alliance quand même de toute la droite qui va des macronistes au Rassemblement national en passant par LR, et croyez bien que sur la question des retraites, ils vont raconter la même chose. Et par ailleurs, il y a un poids de l'exécutif qui est très fort à l'Assemblée. Vous vous souvenez peut-être de l'amendement sur les retraites, justement, que l'exécutif nous avait demandé de revoter à 2h du matin, alors qu'on avait obtenu une avancée à 20h. Donc nous, on va faire ce qu'on peut, mais on va avoir besoin du rapport de force dans la rue, parce que moi je pense qu'il n'y a que ça qui peut les faire réfléchir droit sur les bancs de la droite. Et c'est pour ça qu'on vous appelle à la mobilisation le 16 octobre, dimanche 16 octobre, pour une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique, mais aussi contre cette réforme des retraites. Sachez que sur la question des retraites, la Macronie est divisée. Vous avez peut-être vu que François Bayrou a dit qu'il ne souhaitait pas que ça passe par un amendement. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ne souhaite pas non plus que ça se passe comme ça. Donc, de leur côté, en fait, il y a des contradictions qui sont en train de s'exprimer, il y a une fragilité.
non à faire ce qu'on peut à l'Assemblée, mais c'est vraiment dans le rapport de force dans la rue que ça peut les faire hésiter et reculer à la fin. À l'inverse, sachez que la NUP est mobilisée et unie dans cette bataille-là et dans les autres. La NUP qui est vraiment un rempart, notamment à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Vous avez peut-être vu que dimanche, il y a quelques jours, là, en Italie, c'est l'extrême droite qui a gagné les élections en alliance avec la droite. En vérité, si on n'avait pas fait l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour les législatives de juin 2017, eh ben, si ça se trouve, ça se serait déjà passé. Donc déjà, bon, ça doit nous rendre un petit peu fiers de ce qu'on a réussi à faire il y a quelques mois, mais surtout ça nous oblige pour la suite, parce que si la NUP, elle ne vit pas, c'est-à-dire si la gauche ne reste pas unie autour d'un programme de rupture, eh ben, rien ne dit qu'en 2027, on n'est pas Marine Le Pen ou un autre avatar de l'extrême droite qui prenne le pouvoir en France. Il n'y a aucune raison que ça se passe différemment de la manière dont ça se passe en Italie. Il n'y a aucune raison, sauf notre union à nous, c'est-à-dire l'union des partis de gauche sur ce programme de rupture et l'union avec le peuple qui nous soutient. Donc raison de plus, encore une fois, pour être présent dans la rue le 16 octobre. Nous, l'Union populaire, on la voit comme ça, l'union de la France insoumise, du Parti socialiste, du Parti communiste, des Verts et de toutes les forces et de toutes les individualités qui veulent nous rejoindre dans la bataille. Voilà. Alors moi, je vous appelle à nous rejoindre le 16 octobre. Le 16 octobre, si vous habitez un peu loin et que vous voulez monter en bus parce que tout va se passer à Paris, vous pouvez aller sur le site marche16octobre.fr, vous aurez toutes les informations. Et puis, on lâche rien, quoi.